Chers adhérents, bénévoles et professionnels de l'AVSEA, notre traditionnelle cérémonie des vœux de début d'année se trouve à nouveau, comme vous le voyez bien, perturbée par la crise sanitaire qui berce notre quotidien depuis maintenant 2 ans. Ainsi, pour la seconde année consécutive, les membres du bureau, la direction générale, les directions de nos dispositifs et moi-même partageons nos vœux au moyen d'un enregistrement filmé diffusé par le canal Internet que nous avions ouvert en 2020 à l'occasion, pour ceux qui s'en souviennent bien, de notre Assemblée générale. Dans ce cadre, nous nous retrouvons donc dans ce patio de la Direction générale, à nouveau aménagé en studio d'enregistrement pour cette occasion. Ces vœux nous permettront de revenir sur l'année 2021 qui vient de se terminer et de nous projeter sur la nouvelle année 2022 que nous espérons tous bien meilleure que les 2 précédentes. À l'instar de 2020, l'année 2021 aura également été traversée par les impacts des mesures sanitaires adoptées face à la pandémie de Covid-19, entravant très largement le vivre ensemble au sein de notre société et, de fait, au sein de l'AVSEA et sur son territoire. Seule la fin du printemps et le début de l'été, ainsi que le trimestre qui a suivi, la rentrée de septembre, se sont révélés un peu plus sereins et ont permis un début de retour à la vie. Cela avait ainsi permis de renouer avec nos réunions de bureau délocalisées au sein des établissements, des services, avec une réunion de rentrée et un conseil d'administration d'automne en présentiel, mais également l'organisation d'un séminaire cadre et d'une journée d'accueil des nouveaux salariés début décembre. Malheureusement, la reprise épidémique s'est accélérée dès la seconde quinzaine de décembre. À cet endroit, je tiens à remercier l'ensemble des professionnels de l'association qui ont su faire face tout du long de cette année faite de stop and go. Vous savez, c'est comme sur les voitures, start and stop là maintenant. Ça a été au feu rouge et puis ça, sans rien faire, ça repart tout seul quand vous accélérez. Alors, je tiens à m'excuser pour Monique parce que c'est un anglicisme et je sais qu'elle n'aime pas ça dans notre façon de s'exprimer. Sous l'effet de variants plus contagieux, nous aurons connu quelques situations de cluster et l'activité de certains établissements et services s'en est trouvée assez impactée. La crise sanitaire a donc basculé peu à peu dans un temps long face auquel il nous faut nous adapter pour continuer à avancer. Autrement dit, il va nous falloir apprendre à vivre avec, certainement, pour encore, je suppose, un certain temps, même si les perspectives pour les semaines qui viennent laissent entrevoir quand même une sorte de décroissance des contagions, et donc c'est un bon signe. Mais je vous rassure, l'année 2021 ne s'est pas arrêtée au seul Covid-19, bien au contraire. Je céderai la parole tout à l'heure à la direction générale ainsi qu'aux équipes des dispositifs afin de permettre un temps de retour sur ce qu'a été 2021, puis de se projeter sur les principales actions et échéances à venir en 2022. Pour ma part, je souhaite tout d'abord revenir avec vous sur 2 orientations importantes décidées par l'association au cours de l'année 2021 et qui nous mobiliseront bien entendu toute cette année 2022. La première orientation concerne le dispositif Enfance et Handicap. Suite au départ de David Zarik en fin mars 2020, le principe du recrutement d'un personnel de l'Éducation nationale mis à disposition par cette dernière avait été acté et un processus de recrutement en remplacement du poste laissé vacant avait été lancé. Dans l'attente de ce recrutement, Véronique Viry a accepté la mission de direction du dispositif Enfance et Handicap
et la coordination pédagogique des enseignants détachés au sein du dispositif se trouvait assurée par les équipes de l'Éducation nationale dans le cadre d'une organisation ad hoc. Malheureusement, après 2 cycles de mouvements, ce qu'on appelle les mouvements au sein de l'Éducation nationale, parmi lesquels le mouvement national relatif au poste à profil, dont le processus est arrivé à échéance dans le courant du mois de juillet 2021, nos recherches sont demeurées infructueuses. Cela du fait notamment d'un nombre très faible de candidats au poste. Au regard de ces expériences et après analyse des potentialités de recrutement à ce poste, nous nous sommes rejoints avec les services de l'Éducation nationale quant à la forte difficulté de pouvoir pourvoir à court ou moyen terme. Face à cette situation, nous avons pris la décision de renoncer au recrutement d'une direction mise à disposition par l'Éducation nationale et en avons fait retour au service de la direction des services départementaux de cette Éducation nationale des Vosges. L'Agence régionale de santé a également été informée de cette situation et de cette décision sur le courant du mois de juillet. En effet, après 2 ans de recherche, il ne nous paraissait pas envisageable de demeurer dans cette situation de manque total de visibilité quant au délai de recrutement sur ce poste. Aussi, nous avons procédé à une publication de postes de direction exclusivement portés par le dispositif Enfance et Handicap de l'AFSEA sur le courant du mois de septembre 2021. Le processus de recrutement est actuellement toujours en cours. Dans ce contexte, Véronique Viry a accepté de poursuivre sa mission de direction du dispositif Enfance et Handicap jusqu'à l'arrivée de la future direction. Et je tiens ici à l'en remercier vivement. Merci Véronique. Parallèlement, se sont construits avec les services de l'Éducation nationale les modalités de coordination et de supervision des enseignants détachés au sein du dispositif. À cet endroit, l'option d'une coordination pédagogique distincte entre les enseignants détachés auprès de l'IME de Fontenoy-le-Château d'une part et auprès des unités d'enseignement autisme d'autre part a été privilégiée. Le premier poste demeure encore à pourvoir. Au sujet de ce processus, l'objectif fixé à la nouvelle direction du dispositif Enfance et Handicap sera d'accompagner les mutations nécessaires de ce dernier en matière d'inclusion des enfants en situation de handicap et de répondre aux besoins d'accompagnement territoriaux du département des Vosges. La seconde orientation concerne le dispositif Adultes et Handicap. Début 2021, la VSEA a pris la décision d'amorcer une démarche de réflexion quant à l'évolution du dispositif Adultes et Handicap et de son organisation. Cette dernière prend pour contexte une évolution du cadre réglementaire applicable à certaines structures qui le composent et qui va induire une optique d'accompagnement beaucoup plus transversale. Cette démarche, qui s'est appuyée sur la participation active de l'équipe de direction du dispositif, est accompagnée par le Dr Jean-Paul Chaban. Pour conduire sa mission, le Dr Chaban s'est également inscrit dans la continuité de ses interventions auprès des équipes de terrain du secteur parcours d'emploi du dispositif. Il a restitué ses travaux aux membres du bureau ainsi qu'à la direction générale, réunis en séminaire le lundi 5 juillet 2021. À cette occasion, il a été amené à formuler plusieurs préconisations organisationnelles qui ont alimenté les travaux et les réflexions conduites durant ce séminaire. À l'issue de ces travaux et d'une réunion de bureau complémentaire, plusieurs axes d'évolution et de structuration organisationnelle du dispositif Adultes et Handicap ont été adoptés. Ces derniers se fondent sur le principe du développement et de l'animation de véritables expertises métiers telles que l'insertion professionnelle adaptée ou encore une approche transversale de la relation d'accompagnement,
du parcours de vie des publics. Ces expertises traversent la structuration du dispositif au service de l'accompagnement des publics adultes en situation de handicap sur les questions de santé, d'insertion professionnelle, d'insertion sociale, ainsi que l'évolution vers les solutions d'habitat les plus adaptées. Les axes d'orientation qui ont ainsi été posés modifieront en profondeur l'organisation hiérarchique du dispositif. Nous rentrons aujourd'hui dans un processus de co-construction fine avec les membres de l'équipe de direction et d'encadrement du dispositif dans le champ de responsabilité que l'association souhaite leur confier. Guillaume Bertolotti s'étant dirigé vers d'autres horizons professionnels, un recrutement au poste de direction du dispositif Adultes et Handicap est actuellement en cours. La première mission de cette nouvelle direction consistera à conduire la préfiguration du dispositif et de l'accompagnement des mutations opérationnelles nécessaires préalablement à la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation retenue. Par ailleurs, le champ spécifique de l'ESAT fait l'objet d'un processus d'analyse complémentaire afin d'affiner et de préciser certains axes d'orientation retenus. Ce chantier mobilise notamment le Dr Chaban dans sa continuité de ses travaux antérieurs et en appui des équipes de l'association. Maintenant, sur le plan de la vie associative et institutionnelle, je souhaiterais m'arrêter quelques instants sur un chantier important qui a pris sa source fin 2020 et qui a nécessité un travail conséquent au cours des 4 premiers mois de 2021. Et il s'est concrétisé lors de notre Assemblée générale extraordinaire du 18 juin. Je parle ici de la révision des statuts associatifs, dont les travaux ont été conduits par une commission mixte composée de Jean-Marie Delgenini, François Picoche, Daniel Rodrigue, Zoé Caille, Sylviane Mangel, Jean-Christ Albert, que ici je tiens vivement à remercier également. Ils ont par ailleurs été accompagnés par Maître Diane Morini-Chantreau du cabinet Fidal de Metz. De manière synthétique, les principaux éléments d'apport de cette révision visent tout d'abord à poser de manière claire et structurée le cadre de mission et de fonctionnement de chacune des instances délibérantes de l'AFSEA. C'est aussi permettre une souplesse de fonctionnement qui garantit le fait associatif dans un environnement qui exige toujours plus de réactivité. C'est aussi mettre en valeur le fonctionnement institutionnel de l'AFSEA et le rendre juridiquement beaucoup plus lisible grâce à une importante restructuration de ses articles et de leur contenu. Enfin, anticiper et garantir la continuité de fonctionnement des instances délibératives en cas de situation de crise, telle que nous la connaissons aujourd'hui avec le Covid. Ce travail va se poursuivre au cours des prochaines semaines par la construction du règlement intérieur des statuts associatifs, dont la finalité, c'est de préciser certains points d'application des dispositions qui sont visées par les statuts. L'objectif est ici d'en soumettre le projet pour approbation lors de notre prochain conseil d'administration de printemps. Le contour du périmètre de notre activité a également évolué en 2021. Ainsi, avec l'appui du Conseil départemental des Vosges, le service d'accueil en urgence en protection de l'enfance, installé lors du premier confinement de 2020, a pu être pérennisé sur le site des Trois-Scieries. Un audit conjoint de la protection judiciaire de la jeunesse et du conseil départemental, réalisé au printemps 2021, a pu mettre en évidence tout l'intérêt d'un tel équipement en complément des dispositifs déjà installés sur le territoire des Vosges. De plus, une seconde unité d'enseignement maternel autiste a ouvert ses portes à Saint-Dié au sein de l'école Ferdinand Bruno en septembre 2021. Cette ouverture fait suite à un appel à projet lancé par l'ARS.
Nous restons par ailleurs dans l'attente d'un retour de l'ARS et du conseil départemental suite à une proposition de réponse co-construite avec l'ADAPUI des Vosges, la DAVI, la FMS, dans le cadre d'un appel à candidature visant à transformer des places de SAVS en places de SAMSA. Enfin, nous avons à structurer une unité d'hébergement MEX qualifiée d'éphémère de 16 places sur Épinal, là maintenant en ce début d'année 2022, et ce, préalablement à l'installation définitive de ces places sur l'ouest vosgien. Sur le plan du dialogue social, enfin, je soulignerai les travaux conduits avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre des négociations annuelles. Du fait de la crise sanitaire, les négociations annuelles obligatoires, les NAO 2020, avaient dû être suspendues durant 6 mois et n'avaient repris que début septembre 2020. Elles portaient sur les questions de la qualité de vie au travail et le télétravail. Ces sujets qui ont été mobilisateurs de temps ont abouti à la signature de 2 accords. Les procédures de dépôt auprès du ministère des Solidarités et de la Santé au titre de la procédure d'agrément sont en cours. Elles nécessitent la construction d'argumentaires chiffrés, étayés et précis. Parallèlement, des travaux préparatoires à nos intentions de négociation au titre de la NAO 2021 ont été conduits en lien avec les équipes d'encadrement et les personnels des structures de l'association. Il visait à préparer l'un de nos sujets majeurs à la NAO 2021 qui s'est ouverte début septembre et se poursuit en ce début d'année 2022, à savoir la révision de nos accords relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et de l'organisation de la répartition de la durée du travail. Par ailleurs, le second semestre 2022 marquera une étape importante concernant le Comité social et économique, le CSE. En effet, en vue des futures élections professionnelles de 2023, des accords relatifs à la mise en place du CSE seront ainsi mis en négociation. Je conclurai mon intervention en soulignant que, comme mon propos l'a mis en évidence en 2021, ce sera révélé chargé et que 2022 le sera probablement tout autant. Je souhaite enfin à tous amour, santé, bonheur pour cette nouvelle année que nous espérons tous meilleure. Nous en aurons bien besoin, je crois. Je vous salue et vous remercie sincèrement. Mesdames, Messieurs, adhérents, bénévoles et professionnels de la VSEA, Monsieur le Président Conrau est revenu dans le cadre de ses vœux sur cette crise sanitaire qui dure et ce en quoi elle a pu percuter le quotidien de nos établissements et services en 2021. Je ne reviendrai pas sur cet aspect de la crise sanitaire, mais m'attacherai plutôt à un autre, à la fois actuel et prospectif. Il s'agit en l'occurrence des conséquences de cette catastrophe de civilisation, telle que la qualifie Boris Cyrulnik, qui représente également les mesures de protection physique adoptées pour lutter contre le risque infectieux lié à la Covid-19, dont principalement les mesures de confinement et d'isolement, comme une immense agression physique. Dans le cadre de son interview diffusée lors de notre dernière Assemblée générale, nous avions pu entendre Boris Cyrulnik exposer ses craintes, notamment pour les enfants et les adolescents, quant aux conséquences à long terme du manque d'altérité induit par les mesures sanitaires adoptées à juste titre aux fins de protection des personnes. À cet endroit, les messages d'alerte sur l'état psychologique et de santé de nos concitoyens se multiplient et, au-delà des manifestations d'ores et déjà perceptibles, il est à craindre que cela ne s'amplifie dans le futur, sur fond de manifestations retard nées des traumas actuels. Les valeurs humanistes constituant les piliers fondateurs de l'action de la VSEA, telles que rappelées par son projet associatif, font écho à ces enjeux. Je les rappelle ici: l'altérité, pour accueillir et accompagner la différence, la solidarité pour préserver le lien et la dignité pour faire vivre le respect de l'autre. Les professionnels exerçant dans notre association auront ici un rôle extrêmement important à jouer dans la mise en œuvre de ces valeurs et le soutien à apporter au public qui le nécessite dès aujourd'hui et le nécessiteront demain.
Cela dans la continuité de l'investissement déjà important dont ils ont su faire montre depuis 2 ans maintenant. Pour autant, ils ne sont pas nécessairement sécurisés eux-mêmes ni reconnus à la hauteur de leur action au travers de la réglementation applicable. En résulte perte de vocation, réorientation professionnelle et d'importantes difficultés de recrutement qui se sont encore exacerbées depuis la rentrée de septembre 2021. Face à cela, les adhérents de l'organisation professionnelle Nexem et les principales fédérations des secteurs social et médico-social sont mobilisés afin de défendre la mise en œuvre de mesures visant à redynamiser l'attractivité des métiers du secteur. En premier lieu, il s'agissait d'alerter sur les dangers que font peser les iniquités salariales issues du Ségur de la santé, qui exacerbent les difficultés de recrutement constatées. Cela, au risque d'aggraver une pénurie de personnel de plus en plus importante. Ces dernières semaines, à nombre d'endroits et bien au-delà de notre association, des établissements ont été amenés à réduire leur accompagnement, au travers de la fermeture d'accueil de jour ou d'internats de semaine, faute de pouvoir trouver du personnel, mettant en grande difficulté les personnes accompagnées et leurs familles. À terme, c'est toute la politique menée par nos structures qui est menacée si rien n'est fait. Il est donc essentiel et urgent d'agir. Dans cette dynamique, la VSEA, représentée par des administrateurs, des cadres de direction et des professionnels, s'est ainsi mobilisée le 30 novembre dernier dans le cadre d'un mouvement régional visant à faire valoir ces enjeux et ayant amené à un rassemblement devant la préfecture de Metz. De premières réponses, allant dans le bon sens, mais encore très incomplètes, ont été annoncées par le Premier ministre le 8 novembre dernier. Elles ont depuis été confirmées par Madame la secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap. Par ailleurs, une conférence des métiers de l'accompagnement social et médico-social est annoncée pour ce début d'année. Elle est présentée comme visant à dessiner un calendrier partagé avec les conseils départementaux qui constituent l'un l'autre grand acteur du financement de nos structures. Il est à noter que l'Assemblée des départements de France a soutenu le mouvement engagé par les associations. Cela va également dans le bon sens, mais encore une fois, il y a urgence. Au niveau de notre association, les négociations annuelles obligatoires 2021 nous ont récemment permis de nous accorder avec les organisations syndicales représentatives à propos d'un système de compensation financière des contraintes d'organisation personnelle nées des besoins de remplacement d'urgence nécessaires à nos continuités de service et à l'accompagnement des usagers. Un agrément ministériel validant cet accord d'entreprise sera encore nécessaire pour qu'il soit applicable, mais il nous paraissait important de travailler cette question qui touche à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Si l'on questionne les besoins d'accompagnement actuels et à venir, la question de l'innovation sociale constitue un enjeu d'importance. Elle est appréhendée dans le cadre de l'orientation numéro 3 de notre projet associatif qui vise à mobiliser les ressources et à innover pour accompagner les parcours les plus fragilisés. Cette thématique, et notamment la question de l'évolution de notre organisation la plus à même de nourrir cette intention, a constitué le fil conducteur du séminaire qui a réuni les membres du bureau du conseil d'administration et le comité de direction élargi le 6 décembre dernier. Dans le cadre de plusieurs ateliers, chacun a ainsi pu commencer à alimenter une réflexion collective qui doit aboutir à la proposition de modèles d'organisation visant à mieux répondre aux objectifs visés par cette orientation numéro 3 de notre projet. Dans ce cadre, chacun a pu se questionner et contribuer à apporter des réponses aux thématiques suivantes. L'implication des professionnels dans l'élaboration des réponses apportées aux personnes les plus vulnérables et leurs familles, c'est certes là aussi un sujet d'attractivité. Le renforcement de l'identité des dispositifs et leur capacité de mutation au bénéfice de l'accompagnement. L'intensification de la complémentarité entre dispositifs afin de permettre une adaptation au parcours individuel. Les besoins ou problèmes auxquels l'innovation doit répondre. Et l'apport des partenariats au service de notre projet associatif, ainsi que les apports et ou les rôles de l'association dans ses relations avec les autres acteurs. Et enfin, les modèles d'organisation qui permettraient à la VSEA de construire des réponses adaptées d'accompagnement par une mobilisation efficiente de ses ressources et de l'innovation. Ces travaux se poursuivront sur un mode participatif au cours du premier semestre 2022. Ils constituent, de mon point de vue, un sujet d'importance dans le contexte actuel. Nous aurons par ailleurs à amorcer au cours du second semestre 2022 les travaux d'actualisation et de mise à jour de notre projet associatif, cela dans la perspective de notre Assemblée générale 2023.
Enfin, et parce qu'il est ici également question de faire vivre le droit des personnes, j'insisterai sur un dernier chantier important sur lequel nous avons mis un important coup d'accélérateur en 2021. Il s'agit de la poursuite de la mise en place de notre démarche relative au Règlement général de la protection des données, le RGPD. Ainsi, M. Jean-Christ Albert, responsable qualité associatif, a suivi en 2021 une formation certifiante auprès de l'association Ressourcial et relative à la mise en conformité avec le RGPD, cela en bonne suite des travaux déjà conduits à ce niveau. Ce sujet revêt une grande importance dans notre secteur du fait des données personnelles que nous gérons, notamment concernant les personnes accompagnées, d'une part, et les personnes salariées, d'autre part. Ainsi, une démarche globale de mise en conformité progressive, pour un chantier d'une durée prévisionnelle évaluée à 24 mois, s'amorce depuis la fin du second semestre 2021. L'association Ressourcial nous accompagne dans ce cadre. C'est à cet endroit que je clôturerai mon propos, bien entendu non exhaustif, mais les collègues pourront prendre le relais, et à commencer par l'intervention de Valérie Valentin. En attendant, je souhaite à chacun une très belle année 2022, je l'espère douce, sereine et heureuse, à commencer pour les personnes que nous accompagnons. Je vous remercie. Bonsoir. Comme ont pu l'annoncer le président Conro et Nicolas Sabatini au travers de leurs vœux, et dont mes collègues directeurs de dispositifs vont le développer, l'exercice 2021 a constitué une année riche en matière de projets pour notre association. Aussi, dans ce contexte particulier qui perdure, je tiens à remercier l'ensemble des professionnels, des partenaires et des bénévoles pour leur implication et engagement durant cette année 2021, pleine de défis où chacun a su s'adapter dans les missions qui lui sont confiées, et cela toujours dans le souci du bien-être des personnes accompagnées au sein de l'AVSEA. L'année écoulée aura été, une nouvelle fois, éprouvante. Mais cela n'a pas empêché la poursuite de nos projets malgré les adaptations constantes des calendriers de mise en œuvre. Aussi, je souhaite aborder les principaux projets qui ont mobilisé les services des moyens généraux, qualité et comptables de la Direction générale en lien avec les équipes des dispositifs sur l'année 2021 et qui vont se poursuivre sur l'année à venir. Le premier semestre 2022 sera mobilisé dans le cadre des travaux à conduire pour le renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, dit CEPOM, concernant l'ensemble des établissements et services du dispositif Enfance et Handicap, ainsi que les AT-AVSEA. Ces structures représentent une seule et même entité administrative et de gestion pour une période de 5 ans. Les travaux préparatoires ont déjà commencé en 2021 et vont se poursuivre sous le pilotage de l'Agence régionale de santé afin de permettre des échanges et des innovations transversales en adéquation avec notre projet associatif. En 2021, le projet immobilier de l'ESAT a fortement mobilisé les équipes de la Direction générale, du dispositif Adultes et Handicap ainsi que les membres de la commission Travaux. Pour rappel, cela concerne un ensemble immobilier de 5 bâtiments localisés sur la zone d'activité de la Wavre à Épinal en vue de regrouper 3 des 5 sites de l'ESAT sur un même lieu. Ce projet concerne les ateliers situés sur Épinal, rue Léo Valentin et allée des Tilleuls, ainsi que la menuiserie située à Dévillers. Le permis de construire a été déposé courant octobre 2021. Cela a permis la consultation des entreprises afin de démarrer les travaux de rénovation ce début d'année 2022. Ces travaux vont se dérouler sur une période de 2 années. Nous mettons tout en œuvre afin de tenir ces délais, même si le contexte général de ces 2 dernières années a totalement chamboulé le calendrier initial de ce projet. L'important est de garder le cap afin de répondre au mieux aux besoins des travailleurs d'ESAT que nous accompagnons. En parallèle de ce projet sur Épinal, l'ESAT poursuit aussi son projet d'extension des locaux de Saint-Dié. Le contexte de crise sanitaire et d'inflation, là aussi, a mis à mal le calendrier de mise en œuvre des travaux. En 2022, ce projet sera actualisé sur les aspects calendaires, les aspects d'études préalables, ainsi que les aspects budgétaires et financiers. De nombreux autres projets sont à poursuivre cette année et même au-delà, dont je laisse le soin aux directeurs de dispositifs de vous les développer dans leurs allocutions. Tout cela montre la diversité et la richesse de nos structures qui sont en constante évolution, questionnement,
propositions et échanges avec nos financeurs. Les réglementations qui régissent nos activités sont aussi en constante évolution. L'année 2022 devrait être celle de la mise en œuvre de la refonte de l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Même si le Conseil constitutionnel a rejeté le 17 décembre dernier la proposition de décret du 12 novembre 2021, les prochaines évaluations internes et externes des établissements et services sociaux et médico-sociaux vont s'effectuer selon une procédure unifiée et élaborée par la Haute Autorité de Santé. Le service qualité de l'association reste en veille quant à la date effective d'application de cette réforme. À cela s'ajoute la poursuite du déploiement du dossier usager informatisé, appelé Imago-DU, le déploiement de la mise en conformité du règlement général à la protection des données et la participation à la phase 2 de la réforme Séraphin-PH de nos établissements et services qui sont le SAVS, les 2 foyers d'hébergement, le CESAD et les AT. Ces derniers ont déjà participé aux précédentes études nationales de coûts en 2019 et 2020. Cette nouvelle phase d'expérimentation sur l'année 2022 va permettre de préciser le modèle de tarification cible et d'en simuler les impacts dans le cadre de la réforme tarifaire Séraphin-PH à venir. De plus, le logiciel de la nouvelle base qualité, appelé Bluecango, sera déployé à partir de février 2022 sur une période de 12 mois sur l'ensemble des établissements et services de la VSEA. Ces projets nous permettent d'adapter et faire évoluer nos organisations actuelles en lien avec les évolutions réglementaires et notamment celles concernant le virage numérique des établissements sociaux et médico-sociaux. Afin d'assurer la pleine réussite de l'ensemble de ces projets, l'association sait pouvoir compter sur la mobilisation et l'implication de tous, et d'autant plus dans ce contexte particulier de crise sanitaire. Aussi, pour 2022, je vous souhaite une très bonne année à vous, à vos proches et à tous ceux que vous aimez. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Avec la nouvelle année, encore toute neuve, comme son nom l'indique, vient le temps des bilans et des projections pour le dispositif d'accompagnement et de protection juridique. L'année 2021 aura été une nouvelle fois une année où il aura fallu composer avec la crise sanitaire et sa ribambelle de textes en tout genre. Comme l'année précédente, et comme nous savons trop bien le faire dans nos différents métiers, nous avons su nous adapter contre vents et marées, et quoi qu'il en coûtât. Toutefois, malgré une plasticité, que dis-je, une élasticité exemplaire, la lassitude nous gagne tous, et plus qu'un hypothétique retour à la normale, c'est la stabilité et donc la sécurité juridique que nous souhaitons enfin voir poindre son nez en 2022. Le bilan 2021. Dans ce bilan, je ne reprendrai que les grandes lignes et omettrai donc certainement de nombreuses actions qui ont été menées au quotidien. Je vous prie de m'en excuser par avance. Tout d'abord, nous avons profité de la jeunesse en ancienneté de notre équipe de cadres pour mettre en place un programme de séminaire cadre qui s'est déroulé tout au long de l'année et dont l'enjeu était de travailler la cohésion de l'équipe cadre au travers d'une meilleure connaissance de soi et des autres. Nous avons été accompagnés par Madame Edith Philippe qui nous a fait atteindre des résultats inattendus et très encourageants pour la suite de notre vie d'équipe. Un autre projet commun, le projet de changement de logiciel métier, est entré en 2021 en phase de négociation avec une présentation du nouveau fournisseur au bureau et la présentation de la démarche à nos financeurs. Pour le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce projet de changement de logiciel nous a conduit à repenser les missions des actuels assistants de module qui demain seront spécialisés en devenant soit assistants comptables, soit assistants tutélaires, sorte de prolongement administratif du mandataire judiciaire. Cette réécriture des fiches de fonction a été présentée au CSE et chaque actuel assistant de module a pu choisir la fonction qui lui conviendrait le mieux demain. Tant sur l'activité du service délégué aux prestations familiales que sur celle du service MJPM, les travaux de nos 2 fédérations de rattachement ont été denses. Le groupe de travail interministériel, qu'on appelle GTI pour les intimes, auquel participe activement donc la FNAT, la Fédération nationale des associations tutélaires, a poursuivi ses missions et a abouti à une première reconnaissance en fin d'année avec la promesse de créer 200 nouveaux postes de mandataires judiciaires associatifs sur l'exercice 2022.
La commission juridique de la même FNAT a en outre produit des écrits intéressants, dont le focus sur les certificats médicaux qui a remporté un franc succès en dehors même de la fédération. Le Carrefour national des délégués aux prestations familiales n'a pas été en reste en produisant un livre sur l'éthique à paraître tout début 2022 et un référentiel métier qui promet de faire date. Il a en outre terminé l'année 2021 sur son traditionnel forum national qui cette fois s'est déroulé à Nancy tout début décembre, mettant ainsi à l'honneur notre région, le groupe régional et la VSEA qui a joué une part très active dans l'organisation de cet événement. Concernant le service délégué aux prestations familiales, les actions collectives à destination des familles accompagnées ont fait montre d'une grande innovation dans les activités proposées par la nouvelle organisatrice, Marina Defranou. De nombreuses sorties nature ou culturelles ont ainsi été mises en place et très fortement appréciées par des familles qui n'ont que trop peu d'occasions de sortir de leur quotidien. Des perspectives et déjà des réalisations en 2022. Donc déjà des réalisations en effet qui sont principalement le fait des travaux du groupe interministériel dont je parlais tout à l'heure, avec la mise en place d'une carte professionnelle pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et l'adoption officielle d'un référentiel métier du mandataire judiciaire qui servira de base notamment pour la définition des contours de la future formation diplômante qui remplacera prochainement l'actuel certificat national de compétences. Passé les inévitables aléas administratifs de la carte professionnelle, avec un site internet de l'imprimerie nationale fermé dès le lendemain de l'annonce de cette création, le désengagement subséquent de la DGSCS et l'impossibilité pour beaucoup d'entre nous d'obtenir nos codes d'accès au dit site internet rouvert le 3 janvier, nous pourrons qualifier cette reconnaissance officielle d'une belle avancée. Pour le DAPJ, l'année 2022 sera celle tant attendue de notre changement de logiciel métier. À l'heure où je vous parle, les 4 futurs administrateurs du dit logiciel dont je suis sont en formation 2 à 3 jours par semaine jusqu'à la fin du mois. Au printemps, si tout va bien, j'insiste sur le si tout va bien, les formations des utilisateurs pourront se dérouler avant le transfert de nos données d'un logiciel à l'autre pour clore cette démarche. D'ici là, il nous reste à peaufiner notre future organisation de travail. Gageons que sur le reste de l'année, nous nous adapterons peu à peu à ce nouvel outil qu'un certain nombre d'entre nous a néanmoins déjà pratiqué dans son parcours professionnel, dont moi, pardon de me mettre une nouvelle fois en avant. En parallèle, comme l'ensemble des dispositifs de l'association, nous commençons progressivement la mise en place de la démarche RGPD, donc Règlement général de protection des données, travail au long cours s'il en est. Des passerelles auront lieu entre cette démarche et la précédente, le changement de logiciel, car notre nouveau fournisseur de logiciels nous indique, au gré des formations administrateurs, de ne pas oublier de prévenir notre DPO de tel ou tel choix ou élément de paramétrage. Voilà, on y a eu droit toutes les semaines. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année 2022, qu'elle soit pleine de surprises, mais des bonnes, de projets constructifs et de bonheurs petits et grands à consommer sans modération. Bonne année, je vous remercie. Bonsoir à toutes et tous. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers collègues, toute l'équipe du secteur parcours d'emploi relevant du dispositif Adultes et Handicap vous adresse ses meilleurs vœux de sérénité, certes virtuelle, mais bien réelle. Revenons sur 2021. 2021, c'est approximativement le nombre de personnes en situation de handicap, en fragilité et aux besoins spécifiques que nous avons accompagnés l'an passé aux 4 coins de notre département. Qu'elles soient bénéficiaires du revenu de solidarité active, demandeuses d'emploi, salariés, travailleurs indépendants, apprentis ou en voie de l'être, nos différentes offres de services soutenues par l'AGFIP, le FIPHFP, le Pôle emploi, le Conseil départemental, l'ARS, leur ont permis de bénéficier d'un accompagnement psycho, médico, social et professionnel sur mesure afin de permettre une meilleure inclusion dans notre société, hélas, de plus en plus fracturée et dégradée. Mais 2022, ce sont aussi de nouveaux projets. Un peu d'espoir dans notre climat actuel ne fait pas de mal. En effet, notre périmètre d'intervention, dans des contraintes budgétaires habituelles, se développe avec tout d'abord le rattachement au secteur parcours d'emploi
ainsi que le développement de la plateforme départementale Emploi accompagné, rendue possible par l'ouverture à la prescription de l'emploi accompagné par les membres du service public de l'emploi. Puis, l'extension du service de solidarité active auprès des territoires de Remiremont, Bruyères, Rambervillers, Gérardmer, avec l'arrivée de 2 travailleurs sociaux complémentaires. C'est aussi le renfort de moyens conjoncturels, financiers et humains auprès de l'équipe spécialisée dans le maintien dans l'emploi, avec un nouveau conseiller à l'emploi en appui temporaire. Puis, la poursuite du dispositif Adultes et Handicap, de la ressource handicap formation, auprès des stagiaires de la formation professionnelle et des organismes de formation. Enfin, 2022 verra la finalisation du rapprochement opérationnel entre Pôle emploi et Cap emploi pour un service public de l'emploi plus intégré et rénové. À vos souhaits. À ce jour, ce sont déjà 12 conseillers à l'emploi qui travaillent ponctuellement dans les agences de Pôle emploi, Épinal, Neufchâteau, Saint-Dié, Gérardmer et Remiremont, chaque semaine. Et ce, tout en maintenant des présences dans les locaux de Cap emploi et des agences France Service du territoire vosgien. Des nouvelles teams handicap, équipe mixte Pôle emploi, Cap emploi, ont été constituées. Mesdames, Messieurs, pour clore mon propos, souhaitons que le vocabulaire si pessimiste et omniprésent de notre quotidien médiatique, contexte sanitaire, pic, variant, masque, cas contact, asymptomatique, vaccin, visio, cours, protocole, test, PCR, isolement, dose 1, 2, 3, 4, disparaissent progressivement de nos esprits pour laisser place à d'autres mots plus légers et porteurs de bonnes nouvelles. Bonne année à toutes et tous. Mesdames, Messieurs, j'ai choisi de faire un focus sur les 2 foyers d'hébergement du dispositif Adultes et Handicap. Donc, pour le foyer La Tuilerie, qui accueille principalement des déficients visuels, on a noté 1 entrée sur 2021 et 5 sorties. Nous n'avons pas accueilli de stagiaires. Par contre, nous avons accueilli des personnes dans le cadre de séjours de rupture. Nous avons accueilli 3 résidents du foyer La Résidence sur 4 séjours. En résumé, il y a donc 18 résidents au 1er janvier 2021 et 14 résidents au 31 décembre 2021. Pour 2022, on prévoit 1 entrée en janvier et il devrait y avoir également une sortie dans le courant de l'année 2022. Sur le foyer La Résidence, il y a eu 1 entrée en 2021 et il y a eu 5 sorties sur cette même année. On a réalisé également 3 accueils d'urgence, puisqu'on a une chambre d'urgence sur cet établissement, pour accueillir 3 personnes sur une durée totale de 2 mois. Et nous avons accueilli 3 stagiaires pour 3 mois de stage sur les AVSEA. Sur l'accueil dérogatoire, sur les 3 résidents qui étaient en accueil dérogatoire, 2 ont intégré les AT et 1 a quitté le foyer vers un foyer d'accueil spécialisé. En 2021, en fin 2021, il n'y a plus de personnes résidant à titre dérogatoire. L'accueil dérogatoire représentait pour nous environ 1/3 de l'accueil total sur le foyer, soit 7 résidents. En résumé, donc, il y avait 18 résidents au 1er janvier 2021 et il y en a maintenant 14 au 31 décembre, soit 7 studios de libre. Les prévisions pour 2022 sur le foyer La Résidence, nous allons accueillir donc 4 stagiaires et on devrait avoir 1 entrée et 2 sorties. En conclusion, pour le foyer La Tuilerie, pas de prévision d'accueil de stagiaires, une prévision d'entrée et une prévision de sortie, ce qui entraîne une sous-activité importante de 5 chambres qui seraient libres à la fin 2022, sur une capacité de 19 résidents. Pour le foyer La Résidence, on a une activité un peu plus importante puisqu'il y a des stagiaires et des accueils d'urgence. Ceci dit, nous allons avoir à la fin de l'année 8 studios de libre.
sur les 21 que compte le foyer. Bon, cette situation questionne directement les projets d'établissement des 2 foyers. Ces derniers sont liés au projet d'établissement de l'ESAT et à celui du dispositif Adultes et Handicap. Le projet du dispositif sera retravaillé dès le premier semestre 2022. Il est urgent pour nous de redéfinir une dynamique pour ces 2 foyers d'hébergement. Voilà, ceci dit, je vous souhaite à tous et à tous une très belle année 2022. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Pour cette année 2022, nous souhaitons tous un retour à la vie normale et plus équilibrée. Nous espérons que cette année soit favorable, qu'elle verra la pandémie du Covid-19 s'achever. Un vœu partagé par les enfants, les familles, les professionnels et les partenaires. Car après 2 années, 2020 et 2021, contraints par la crise, l'ensemble des personnes touchées par cette situation dégradée espèrent enfin une éclaircie. C'est avec une certaine émotion que j'ai une pensée pour celles et ceux qui ont vécu une année 2021 difficile, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Mes sentiments s'adressent aussi aux professionnels en arrêt de travail, nous restons connectés. Mes pensées les plus chaleureuses s'orientent vers les familles qui se sont adaptées dans ce tourbillon de changements, et ce, au jour le jour. Vers les enfants qui continuent de rire dans les couloirs et vivent leur insouciance. Vers les adolescents et les jeunes adultes qui s'adaptent au gré des vents. Vers les personnels et bénévoles de l'association qui nous accompagnent quotidiennement. Vers les partenaires avec lesquels nous continuons à honorer nos diverses missions. Vers les professionnels qui œuvrent et façonnent la raison d'être de notre quotidien. Les thérapeutes et leur soutien. Les enseignants et leur mobilité. Les personnels des services généraux et le soin qu'ils apportent à ce que leurs diverses actions soient conformes aux normes de l'hygiène et principalement celles imposées par cette crise sanitaire. Les chauffeurs qui modifient leur plan de route au gré des changements de situation. Les surveillantes de nuit qui veillent et surveillent la santé des enfants accueillis. Les personnels administratifs qui sont des pièces maîtresses de toute cette organisation. Les référents Covid qui testent, alertent, protègent. Les cadres qui affrontent les contre-courants de cette crise sanitaire. Je reconnais ici l'engagement de tous et je sais que chacun s'illustre au départ de sa fonction depuis le début de cette crise inédite. En tout cas, en tous les cas, cette année 2021, nous avons maintenu l'accompagnement des usagers sur l'ensemble du dispositif, les orientations, les enseignements pédagogiques, les activités éducatives, thérapeutiques et sportives, le soutien aux familles. Nous avons ouvert en septembre 2021 une unité d'enseignement maternel pour enfants autistes à Saint-Dié, à l'école Ferdinand Bruno. Depuis septembre 2021, nous accueillons 9 enfants à l'unité d'enseignement élémentaire à l'école Paul-Émile Victor à Épinal. Nous avons engagé une réflexion avec un groupe de thérapeutes afin de soutenir les aidants. Et enfin et surtout, en cette fin d'année 2021, nous avons pu accueillir le Père Noël en bonne santé. Celui-ci est venu distribuer cadeaux et papillotes aux enfants. Que cette année 2022 nous apporte à tous la possibilité de remplir à nouveau notre réservoir d'énergie, nous maintienne en bonne santé et nous permette d'honorer les missions qui sont les nôtres. Merci. Bonjour à tous et à toutes. C'est donc la première année que je me livre à l'exercice des vœux. Mon arrivée au sein des dispositifs La Croisée et Maison des Adolescents n'a pas été simple, je l'avoue, mais je voulais tout d'abord vous dire que je suis ravie d'être parmi vous et heureuse de faire partie de la grande famille de la VSEA. Dès le mois de février, la préparation de l'évaluation interne au sein de La Croisée nous a permis de nous connaître les uns les autres, de faire un point sur nos pratiques et nous avons été fiers de pouvoir la finaliser en équipe et l'envoyer aux instances fin octobre 2021.
Cette année passée, nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux professionnels, médecins, chefs de service, infirmières, secrétaires, éducateurs, et nous avons accompagné des stagiaires de l'IRCS au sein de notre structure. Ce renforcement des équipes nous a permis de diversifier nos accompagnements et missions. Concernant la croisée, le développement de l'équipe mobile par l'acquisition d'un camping-car a constitué un projet important dans l'Allée Vert pour 2021 et se concrétise en 2022. Grâce à cette équipe mobile, le dispositif peut désormais investir de nouveaux territoires, l'Est vosgien, Senones, Moyen-Moutier, Raon-l'Étape, Fraise, ainsi que l'Ouest vosgien, Vittel, Contrexéville, Darney. Ces secteurs présentent d'importantes disparités en matière de soins en addictologie et combinent isolement géographique et fort taux de précarité sociale. Nous sommes donc à même de rencontrer les usagers les plus précaires, de conduire des actions de dépistage et de prise en charge addicto au sens large. Le dispositif, par le biais du service prévention CEPIA, a participé comme tous les ans, au mois de novembre, de façon active au mois sans tabac. Participation également aux 10e Journées nationales de la Fédération Addiction, qui ont eu lieu à Metz les 23 et 24 septembre et qui ont été riches de rencontres et d'échanges. 2021 s'est également illustré avec le développement du service de soutien à l'entourage, notamment par l'organisation de soirées à thème une fois par mois. Les interventions en milieu festif légaux et illégaux ont repris en termes de prévention et réduction des risques. Actuellement sont en cours de développement les consultations avancées en CHRS dans le repérage d'un public cible par un éducateur lors de permanences et le suivi du dossier de soins en collaboration avec les équipes CHRS. Nous agissons également auprès des médecins généralistes sur le modèle des microstructures. Il s'agit de rencontrer les usagers dans les cabinets médicaux et d'apporter notre expertise en addictologie en soutien des médecins généralistes. Le XAPA intervient de nouveau en maison d'arrêt comme XAPA référent sur des actions d'accompagnement et de dépistage après plusieurs mois de suspension de cette activité due à la pandémie. Nous sommes en train de travailler pour 2022 à un cahier des charges immobilier afin d'investir dans des locaux adaptés à l'évolution de la prise en charge des personnes et aux besoins fonctionnels des professionnels de la croisée. Concernant la maison des adolescents, l'équipe s'est agrandie en 2021 grâce à un partenariat avec la PJJ qui nous a conduit à intervenir lors des stages de citoyenneté des 13-21 ans sur Épinal et Saint-Dié, sur différents sujets comme la gestion des conflits et des émotions, vie sexuelle et affective, cyberharcèlement. Une partie de l'équipe a participé aux Journées nationales des MDA à Biarritz qui avait pour thème « Adolescence, un nouveau regard sur la famille ». Cela représente pour les professionnels un temps d'échange riche de formation et d'échange. En 2021, un financement a permis de renforcer l'équipe en temps éducatif suite à une réponse à un appel à projet des hôpitaux de France en lien avec l'augmentation de la file active du fait du confinement. L'activité se développe sur Saint-Dié avec cette année la mise en place de différents partenariats avec les centres sociaux, l'éducation nationale, dans l'accompagnement individuel et collectif du public jeunesse. Les sujets prédominants sont actuellement le décrochage et les phobies scolaires, l'isolement, les difficultés intrafamiliales, le cyberharcèlement. Ces sujets ont bien sûr été accentués par les périodes de confinement. Un travail va être engagé courant du premier semestre avec l'ARS dans le cadre d'un CEPOM. Je tiens aussi à souligner l'intervention conjointe de la MDA et CEPIA dans le cadre du pôle jeunesse au lycée Jean Lurçat de Bruyères sur un modèle d'accueil des jeunes un peu atypique et je remercie le proviseur pour notre collaboration riche et fructueuse. Pour finir, nos projections 2022. Alors, après l'évaluation interne qui a rythmé une partie de l'année 2021, nous poursuivons cette démarche qualité par la rédaction du projet d'établissement qui se fera sur le même principe, c'est-à-dire par la constitution de groupes de travail sur des thématiques institutionnelles. L'année 2022 sera marquée par la mise en place de différentes formations pour renforcer les compétences des professionnels dans l'accompagnement des usagers. Nous travaillons à étendre notre partenariat de manière à améliorer le maillage du département en matière d'accompagnement du jeune public et du public addict. D'ici la fin d'année, nous allons souscrire au logiciel métier proposé par la Fédération Addiction
celui utilisé actuellement n'étant plus adapté aux évolutions de prise en charge. Pour conclure, je tiens à remercier les équipes de la Croisée et de la MDA pour la qualité de leur intervention auprès des publics accompagnés, leur adaptabilité en ces temps compliqués ainsi que leur mobilisation. Je souligne l'implication de tous en cette année particulière. J'ai une pensée pour Elisa qui nous a quittés tristement à la fin de l'été et qui reste dans nos cœurs. Et comme mes collègues l'ont précédemment fait, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2022 ainsi qu'à vos proches. Merci. Voilà, on arrive au terme de cette traditionnelle soirée de vœux. Et pour information, je voudrais excuser M. Vinciarelli, qui n'est pas là ce soir, parce qu'il a eu un empêchement tout simplement de dernière minute qui fait qu'il ne pouvait pas être là. Je rappelle que M. Vinciarelli est donc le directeur du dispositif CEDRE. Aussi, je tiens à tous vous remercier pour, bien entendu, votre attention. Tout d'abord, les administrateurs, les personnels de DG qui sont là, Quentin et son équipe pour la qualité de la technique. Et bien entendu, vous remercier, vous tous qui êtes intervenus, parce que je dois dire une grande qualité de vos interventions en ce sens qu'elles traduisent tout votre engagement au sein de l'AFSEA. Et ça me fait un très très grand plaisir. Et elles traduisent aussi le fait que malgré cette crise sanitaire, vous avez su vous organiser, vous adapter et répondre sans interruption, je dirais, aux missions qui vous sont confiées. Alors ça, merci beaucoup. Voilà, bonne soirée à vous tous.